Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus, y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons.
et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foo, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière.
Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur, et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée, avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm.
Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante, composée d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé, en examinant de minuscules une immense étendue de neige immaculée, des vents mordants, des paysages sans vie et d'étranges signaux inquiétants semblant surgir des profondeurs de la Terre. Ces impulsions radio apparaissent en Antarctique et nul ne parvient à déterminer ce qu'elles sont ni d'où elles proviennent. En réalité, les scientifiques conduisent une expérience baptisée ANITA, acronyme de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs solidement fixés à d'immenses ballons, lesquels dérivent à très haute altitude au-dessus du pôle sud. Leur mission consiste à repérer des neutrinos d'énergie extrêmement élevés, précisément lorsqu'ils heurtent la glace, et génèrent une brève mais intense émission d'ondes radio. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque dépourvues de masse et totalement privées de charge électrique. Ils sont omniprésents. Des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde, y compris pendant que vous regardez cette vidéo. Leur origine est variée. Ils proviennent du Soleil, d'étoiles en pleine explosion, des profondeurs de l'espace, et même du sol sous vos pieds. Le Soleil en émet en continu lorsqu'il transforme l'hydrogène en hélium. Les étoiles mourantes libèrent, lors des supernovae, d'énormes bouffées de neutrinos. Lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre, ils produisent également de nouveaux neutrinos qui retombent ensuite vers la surface. Certains naissent même de la désintégration de matériaux radioactifs au cœur de la Terre. Les plus anciens d'entre eux parcourent l'univers depuis le Big Bang. Pourtant, ils restent presque indétectables, car ils interagissent très rarement avec la matière. C'est pour cette raison que les scientifiques ont recours à des dispositifs aussi spectaculaires qu'ANITA, afin d'espérer en intercepter ne serait-ce que quelques-uns. Mais revenons à ce jour fatidique où tout a changé. Normalement, les signaux radio produits par les neutrinos rebondissent sur la glace et se propagent vers le haut, exactement là où ANITA peut les détecter. C'est précisément l'objectif de l'expérience. Étudier les neutrinos afin d'en apprendre davantage sur des événements cosmiques lointains, comme les supernovae ou des phénomènes se produisant à des années-lumière. Pourtant, un événement profondément étrange s'est alors produit.
Les détecteurs ont enregistré des ondes radio qui ne rebondissaient pas sur la glace. Elles semblaient provenir de sous l'horizon, comme si elles émergeaient des profondeurs. Or, cela ne devrait tout simplement pas être possible. Selon les lois connues de la physique, un signal ne peut pas remonter à travers de la roche et de la glace solide. L'une des chercheuses, Stephanie Wissel de Penn State, a également indiqué que ces ondes radio arrivaient selon des angles extrêmement abrupts, proches de 30 degrés sous la surface. La seule manière d'expliquer cela serait que le signal ait traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant d'atteindre le détecteur. Mais dans ce cas, la roche aurait dû l'absorber entièrement. Quelque chose ne concordait donc pas. L'équipe a effectué l'ensemble des calculs possibles sans obtenir de réponse claire. Pour les chercheurs, le problème restait néanmoins intéressant, puisqu'ils ignoraient toujours la nature exacte de ces anomalies. Ce qu'ils savaient en revanche, c'est qu'il ne s'agissait probablement pas de neutrinos. En effet, lorsqu'un neutrino est détecté, cela signifie qu'il a parcouru une distance prodigieuse sans interagir avec quoi que ce soit, peut-être depuis la limite de l'univers observable. Or, ce qu'Anita a détecté ne se comporte pas comme un phénomène déjà observé par les scientifiques. Cela pourrait indiquer l'existence d'un type de particule entièrement nouveau, ou bien révéler un processus encore incompris. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters, mais le mystère demeure entier. Personne ne sait réellement ce qui se passe sous la glace antarctique, sinon qu'un phénomène semble s'y manifester en ne respectant pas les règles établies. Si les scientifiques parviennent effectivement à détecter et à localiser l'origine de ces particules ultra rapides, ils pourront en apprendre énormément sur l'univers, bien plus que ce que même les plus grands et les plus coûteux télescopes permettent. Voyez-vous, les neutrinos traversent pratiquement l'espace à la vitesse de la lumière, effleurant à peine la matière. Ils peuvent ainsi transporter des informations intactes sur des événements survenus à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est pourquoi Wissel et de nombreux chercheurs à travers le monde construisent ces détecteurs d'une sensibilité exceptionnelle pour capter les signaux des neutrinos. Même les plus faibles sont essentiels, car un minuscule sursaut de données peut renfermer un véritable trésor d'informations. Les scientifiques conçoivent donc des installations, tant en Antarctique qu'en Amérique du Sud, pour détecter ces particules rares. Anita est l'un de ces détecteurs, et l'Antarctique s'avère l'endroit idéal. Quasi aucun bruit radio, aucune ville, aucun trafic, ni interférences aléatoires. Le dispositif est en réalité fascinant. Il fixe un groupe d'antennes radio à un ballon géant, l'envoie à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude et le laisse flotter au-dessus des étendues infinies de glace éclatantes. De là-haut, il pointe vers le bas, à l'écoute des signaux faibles provenant des profondeurs de la glace. Lorsqu'un de ces neutrinos extrêmement rares, un neutrino tawick, frappe la glace, il engendre une autre particule, le lepton tau. Ce dernier s'échappe ensuite de la glace et commence à se désintégrer, perdant de l'énergie et se fragmentant. Cette désintégration produit ce que l'on appelle une gerbe atmosphérique, comparable à une pluie d'étincelles invisibles dans l'air. Si nous pouvions voir ces cascades, elles ressembleraient à quelqu'un agitant un feu de Bengale dans l'obscurité, laissant derrière lui des traînées lumineuses. En analysant la direction et la configuration de ces signaux, ceux émanant de la glace, gerbe de glace, et ceux se produisant dans l'air, gerbe atmosphérique, les chercheurs peuvent déterminer la provenance de la particule initiale. En général, c'est extrêmement précis, un peu comme faire rebondir une balle sur le sol. On peut anticiper sa trajectoire. Mais ces nouveaux signaux étranges ne se comportent pas comme prévu. Les angles sont totalement incohérents, bien plus raides que tout ce que les modèles sont capables d'expliquer. L'équipe a donc approfondi son enquête. Tout d'abord, elle a étudié l'intégralité des données issues des multiples vols en ballon d'Anita. Puis, elle les a confrontées à d'innombrables simulations informatiques de rayons cosmiques et de neutrinos, en filtrant tout le bruit de fond habituel. Les résultats ont même été recoupés avec d'autres expériences, comme le détecteur IceCube, également installé en Antarctique, et l'observatoire Pierre Auger, en Argentine. L'objectif était de vérifier si d'autres avaient détecté des gerbes atmosphériques ascendantes similaires. Et devinez quoi? Les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les chercheurs n'ont rien trouvé. Aucun autre détecteur n'avait enregistré quoi que ce soit de susceptible d'expliquer ce qu'Anita avait observé. C'est pourquoi ils ont fini par qualifier l'ensemble de la situation d'anomalie. Cela signifie essentiellement, oui, nous ignorons ce que c'est, mais cela ne se comporte assurément pas comme un neutrino. Wissel a précisé que les signaux ne s'inséraient pas dans le schéma habituel du comportement attendu des particules.
Certains ont avancé des hypothèses, peut-être une nouvelle forme de physique, ou un indice de la matière noire. La matière noire est essentiellement cette substance invisible qui empêche l'univers de s'effondrer. Elle est présente partout, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir. Les savants tentent de percer son mystère depuis près d'un siècle, et elle demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Tout ce que nous observons, comme les étoiles, les planètes, les humains ou même les chiens, ne représente qu'environ 5% de l'univers. La matière noire constitue environ 27%. Le reste étant une entité encore plus énigmatique appelée énergie noire. Les chercheurs estiment que la matière noire confère aux galaxies leur structure et maintient l'ensemble de l'univers comme une sorte de colle cosmique. Sans elle, l'univers serait radicalement différent. Il serait absolument fascinant de confirmer la validité de cette théorie. Toutefois, puisque Ice Cube et OJ n'ont pas détecté les mêmes phénomènes, les hypothèses possibles restent fortement limitées. L'université de Penn State est active dans le domaine de la détection des neutrinos depuis près d'une décennie, construisant des détecteurs et analysant toutes sortes de signaux cosmiques. L'équipe travaille déjà sur leur prochain projet majeur, un détecteur entièrement nouveau, nommé PUO. Il sera plus vaste, plus sensible et nettement plus efficace pour repérer les signaux de ces neutrinos insaisissables. Pour l'heure, ce mystère cosmique persiste et maintient les scientifiques en haleine. Cependant, l'équipe reste optimiste. Une fois PUO et ses capteurs opérationnels, si d'autres anomalies existent, elles seront cette fois détectées. Peut-être découvrirons-nous alors enfin. Des chercheurs viennent d'identifier en Antarctique un lac capable de bouleverser notre compréhension de la vie terrestre. Après avoir foré une épaisse couche de glace, ils ont mis au jour de l'eau demeurée liquide, là où tout devrait être figé. Et, dans cette obscurité totale, des organismes vivants qui prospèrent depuis des temps immémoriaux. L'histoire débute lors d'une mission qui ajouta un site essentiel à la cartographie de l'Antarctique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, une équipe progressant dans l'immensité gelée atteignit la zone nommée Lac Enigma. Ils pensaient fouler une vaste plaque de glace, mais leurs instruments révélèrent autre chose. Ils utilisèrent alors un dispositif de forage puissant, sondèrent patiemment couche après couche et détectèrent plus de 12 mètres d'eau liquide retenue sous la surface. Cherchant d'abord de la roche, ils découvrirent finalement, sous cette glace, un monde insoupçonné à l'endroit même où ils s'y attendèrent le moins. Les scientifiques, stupéfaits, ne se sont pas arrêtés à cette révélation et ont voulu déterminer l'origine de cette eau inattendue. Dans cette portion de l'Antarctique, où s'impose un froid implacable, des précipitations dérisoires, des vents d'une brutalité constante et une évaporation solaire intense, l'existence même d'un lac demeure presque inconcevable. Toute eau douce aurait dû disparaître depuis longtemps. Il fallait donc qu'une source continue réalimente ce lac subglaciaire. En étudiant la composition chimique des sels et des matières dissoutes, les chercheurs ont décelé des indices concordants. Tout suggérait que le glacier amorphe voisin alimentait silencieusement le lac par un réseau souterrain insoupçonné jusqu'alors. Ainsi se révèle une découverte extraordinaire en Antarctique, dissimulée sous la glace et alimentée non par la pluie ou la fonte superficielle, mais par un flux souterrain qui parcourt silencieusement la planète. C'est grâce à cette alimentation secrète que, lorsque l'équipe a foré davantage, elle n'a pas seulement mis au jour de l'eau. Elle a dévoilé un écosystème enfoui, une forme de vie là où aucune n'était censée subsister. Et par vie, il ne s'agit pas d'être capable de nous saluer, mais de créatures minuscules, de structures infimes, de communautés microbiennes qui ont évolué dans un isolement absolu, protégées par l'épaisse chape de glace et confinées à leur refuge caché. Elles recouvrent le lit du lac de tapis microbiens complexes, non pas de simples amas d'algues, mais des formations structurées, comparables à des moquettes vivantes. Certaines s'étendent en voiles minces et hérissées, d'autres forment des couches épaisses et froissées, voire des structures arboriformes, atteignant une quarantaine de centimètres. Ces architectures, semblables à des images de science-fiction sur la vie de mondes lointains, ne sont pas de simples fragments d'ADN errant dans l'eau. Elles prospèrent, s'assemblent, se superposent et se transforment au fil du temps. Le fond du lac apparaît ainsi, tel le sol d'une forêt obscure, glaciale et éternellement ensevelie. Si la vie parvient réellement à s'épanouir sous 13 mètres de glace dans une quasi-obscurité, il devient clair que notre conception des lieux où elle peut exister doit être réexaminée. Nous ignorons également ce qui pourrait survenir si nous perturbions cet écosystème dissimulé.
Que se passerait-il si nous y introduisions machines, présence humaine, ou même notre simple respiration? Ces microbes ont vécu dans un isolement total durant des millénaires, peut-être des millions d'années, sans contact avec le monde extérieur. Une intrusion pourrait les exposer à des organismes inconnus et compromettre leur survie. Alors que nous progressons dans ce domaine encore inexploré, la prudence s'impose. L'Antarctique constitue en effet un vaste recueil des secrets de l'évolution et de la survie, un ouvrage qu'il convient d'aborder avec soin. Ce continent continue de surprendre. Dans ces zones reculées apparaissent des créatures jamais observées, qu'il s'agisse d'animaux marins, aux formes étranges ou d'insectes adaptés au froid dont nul ne soupçonnait l'existence. Par exemple, les scientifiques ont observé une anémone de mer affectionnant la glace, suspendue à l'envers sous la plateforme glaciaire de Ross. Elle évoque une fleur fragile fixée au plafond, déployant ses tentacules dans une eau d'une froideur presque sentimentale. En dirigeant un robot sous la glace, les chercheurs ont mis au jour une espèce entièrement nouvelle. À cela s'ajoute une autre découverte remarquable. L'étoile à plumes fraises de l'Antarctique, un pompon flottant pourvu de 20 bras, dont le corps arbore une apparence évoquant, vous l'avez deviné, celle d'une fraise. Oh, et fait surprenant, l'Antarctique abrite également une immense nurserie de poissons, là où personne n'aurait songé à en trouver une, et même la plus vaste répertoriée sur Terre. Des chercheurs exploraient le fond marin de la mer de Weddell à l'aide de caméras qu'ils remorquaient pour en établir la cartographie lorsqu'ils ont aperçu des milliers, puis des millions de cuvettes identiques creusées dans le sédiment. Ces nids s'étendaient sur 240 km², formant un ensemble de 60 millions de structures, espacées de quelques dizaines de centimètres chacune. Tous appartiennent aux poissons des glaces Neopagetopsis iona, une espèce dite à sang blanc, dépourvue d'hémoglobine, la substance qui rend le sang rouge, mais néanmoins capable de survivre dans des eaux d'une froideur extrême. Dans chaque nid, un parent veillait sur quelques 1700 œufs. Les phoques de Weddell se nourrissant volontiers de ces poissons, cette vaste zone joue à la fois le rôle de nurserie et de véritable banquet pour les prédateurs alentours. Les poissons des glaces eux-mêmes dépendent d'un afflux d'eau plus chaude qui remonte des nutriments et du zooplancton microscopique. Il est remarquable que la colonie présente un bord net, une véritable ligne dans le sable, correspondant précisément au contour externe de cet afflux chaud, comme si l'évolution avait façonné un dispositif parfaitement ajusté. Une autre découverte en Antarctique, ayant profondément surpris les scientifiques, ne concernait ni un poisson remarquable, ni un os de dinosaure, mais quelque chose de probablement bien plus significatif pour la science, des bulles, de minuscules bulles anciennes, piégées à l'intérieur de ce qui pourrait être la glace la plus ancienne jamais extraite, âgée d'environ 1,2 million d'années. Avant cette trouvaille, les chercheurs possédaient des archives climatiques couvrant 800 000 ans, mais aspiraient à remonter plus loin dans le passé. Ils ont donc passé de nombreuses années à localiser l'endroit parfait où la glace pourrait livrer un récit continu. Certaines régions de l'Antarctique renferment des glaces de 3 à 4 millions d'années, mais elles demeurent fragmentaires, insuffisantes pour un enregistrement ininterrompu. En forant enfin au site adéquat, ils découvrirent des carottes de glace cristalline contenant des bulles ayant capturé l'atmosphère terrestre telle qu'elle était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. En analysant cet air ancien, les scientifiques ne se contentent pas d'étudier les gaz. Ils peuvent identifier ce que respiraient nos lointains ancêtres, ce que la planète exhalait et comment se déroulaient les cycles de vie et de climat bien avant nous. La période située autour de 900 000 ans, scellée dans cette glace, pourrait correspondre à l'une des phases les plus critiques pour l'humanité. Selon des études génétiques, la population humaine aurait alors chuté à environ 1300 individus sur l'ensemble du globe. La cause exacte demeure inconnue, mais le climat pourrait y avoir joué un rôle déterminant. Ces bulles anciennes pourraient ainsi détenir les indices permettant de comprendre comment nos ancêtres ont survécu à l'un des chapitres les plus rigoureux de l'histoire terrestre, et peut-être comment nous pourrions affronter le prochain, dans un monde où la planète répète, sous de nouvelles formes, des scénarios éprouvants dont l'Antarctique nous offre les leçons. Une leçon que nous pourrions apprendre à nos dépens concerne ce qui se trouve sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont récemment révélé qu'un phénomène loin d'être tranquille se prépare sous ce continent. Il pourrait y exister des volcans, attendant silencieusement leur moment. Oui, vous avez bien entendu, des volcans ardents et enflammés, dissimulés sous des kilomètres de glace.
Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques et constaté que, lorsque certaines portions de glace fondent, la pression qui maintient ces volcans diminue. Et alors, ils pourraient contribuer à la fonte d'encore davantage de glace depuis le dessous. Il s'agit d'une boucle auto-entretenue de chaos. La glace fond, le volcan se réveille, puis la fonte continue. Même si l'action humaine sur le climat cessait demain, cette réaction pourrait se poursuivre, car il ne s'agit pas seulement de l'air, mais du feu caché sous la glace. Le plus inquiétant est que ce type de fonte pourrait provoquer une élévation du niveau. Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue? Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte passée sous silence n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace. Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs, mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud. Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine. Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de tant de mégalodons en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui ait élu domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica.
Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants. Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher. Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement. Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère, bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique ? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George. Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre ? Les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains.
Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007. Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver des coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth. En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé, au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid. Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitation et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert, car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer. Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était rempli de marécages et d'arbres, et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo, car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique, rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique ? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom. Tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles,
le gel, la glace et la neige. Mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte. Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés. Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres. Mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ? Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel ? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu ? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique ? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique ? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique ? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique ? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait,
Peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant. Mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Sius courants imprévisibles pouvaient s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitation. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine, et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill, qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes,
Ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçus. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars ? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées,
et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Veronica Tolenar, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire.
peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque 2 systèmes de vagues se propageant dans 2 directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique.
et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Imagine que tu es en train de surfer sur une vague parfaite et que soudainement elle se fige. Ça a l'air effrayant. Mais ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, si ? Eh bien si. Si tu vas en Antarctique, tu pourras peut-être voir d'incroyables vagues gelées. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours plus forte fait sortir les bulles d'air. Quant à la magnifique couleur bleue, elle est le résultat de la fonte et du regel de la glace. Lorsque l'été arrive, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Caño Cristales, souvent considérée comme la plus belle rivière du monde, brille en 5 couleurs: rouge, noir, vert, bleu et jaune. Elle n'arbore cet aspect que pendant 6 mois de l'année, car la plante aquatique qui lui donne ces teintes vives a besoin du bon niveau d'eau et de la bonne quantité de soleil pour opérer sa magie. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique sur la côte de la région de Kimberley. Ce n'est en réalité qu'un flux de marées rapides qui se déplace à travers 2 rochers étroits et alignés. Les marées peuvent s'élever de 9 mètres. Les chutes s'inversent chaque fois que la marée change. Le plus gros rocher du monde se trouve aussi en Australie. Uluru est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 350 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. Ces bâtiments en briques de boue à 7 étages ont été construits à partir de terre fertile, de foin et d'eau qui ont été transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, et les niveaux supérieurs étaient des lieux de rencontre et de contemplation du paysage.
L'Antelope Canyon, en Arizona, aussi connu sous le nom de l'endroit où l'eau coule dans la roche, possède 2 sections de canyon fondus. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a formé une formation pittoresque comme aucune autre. Si tu as la chance de fouler un jour le sol aride du désert du Namib, en Namibie, prépare-toi à un décor étrange. Tu verras d'innombrables taches circulaires de 2 à 5 mètres de diamètre. Structurées comme un nid d'abeilles, elles s'étendent sur 2400 km vers l'horizon. Ces taches sont aussi connues sous le nom de cercles de fées. Mais tu pourrais être déçu par l'absence d'explication de ce mystère. Personne ne connaît avec certitude l'origine de ces cercles, même s'il existe de nombreuses théories, de la radioactivité du sol à l'activité des termites des sables. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus silencieux du monde. Les gestionnaires du parc national ont failli ne pas trouver de son à mesurer ici. En hawaïen, le nom signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan entré en éruption il y a 1 million d'années. Les coulées de lave se sont accumulées au fil des années et ont formé une montagne. Elle a son propre microclimat qu'il est impossible de prévoir. Il faut presque 1 semaine de bateau depuis l'Afrique du Sud pour se rendre jusqu'à la colonie la plus isolée au monde, baptisée Édimbourg des 7 mers. Il faut une permission spéciale du gouvernement local pour la visiter en tant que touriste. Environ 300 habitants y vivent tous comme une famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt du Daintree, en Australie, est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années. Daintree abrite des espèces animales uniques, 12 000 types d'insectes différents et environ la moitié de la population de grenouilles, papillons et chauves-souris d'Australie. La forêt tropicale compte aussi approximativement 3000 espèces de plantes. Les roches mouvantes sont appelées ainsi car elles semblent se déplacer sur le lit du lac asséché de Racetrack Playa, dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie. En se déplaçant, les roches laissent derrière elles des traces effrayantes qui ont laissé les scientifiques perplexes. Après tout, certains des blocs rocheux pèsent plus de 300 kg. En plus de cela, certaines traces sont incurvées, tandis que d'autres sont principalement droites, avec des virages inattendus à droite ou à gauche. Mais finalement, les experts de la NASA ont percé le mystère en 2006. Il s'avère qu'en hiver, le lac se remplit d'eau, recouvrant de glace les blocs rocheux du fond. Et comme la glace est assez flottante, les mouvements sous-marins et les vents font bouger les roches sur le fond du lac. Dans leur sillage, elles laissent des traces bizarres que l'on ne voit que lorsque l'eau s'évapore en été. Le lac Maracaibo au Venezuela est souvent surnommé la capitale mondiale de la foudre. Des orages s'y déclenchent 300 jours par an avec un pic en septembre. Il y a parfois jusqu'à 200 éclairs en 1 minute. Cela se produit car l'air frais provenant des Andes environnantes rencontre l'air chaud de la mer des Caraïbes et génère de l'électricité. Certains endroits sur Terre ont moins de gravité que d'autres. La baie d'Hudson, au Canada, par exemple, était autrefois recouverte d'un glacier très épais et très lourd pendant la dernière période glaciaire. La glace avait poussé des tonnes de masse rocheuse vers l'extérieur lorsqu'elle a commencé à fondre. Plus la masse d'un objet est petite, moins il a de gravité. Il faudra encore 5000 ans pour que la Terre reprenne sa forme initiale à cet endroit. En attendant, tu pèseras toujours moins ici que partout ailleurs dans le monde. Le lac des 5 fleurs, dans la vallée de Jiuzhaigou en Chine, change de couleur, passant du jaune ambre au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois au corail. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne fond ni ne s'assèche pas, contrairement aux autres lacs voisins. Les locaux disent qu'il est constitué de morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée environnante présente des reliefs karstiques coniques étroits et des chutes d'eau spectaculaires et abrite environ 140 espèces d'oiseaux et des pandas géants, ainsi que d'autres espèces végétales et animales menacées. Le cap Denison, dans la baie du Commonwealth, en Antarctique,
est l'endroit le plus venteux de la planète. Il présente des vents descendants inhabituels. Il se forme à cause de la forme en dôme du continent et du climat toujours froid. Ces vents sont si rapides et forts qu'ils dérèglent les instruments de mesure et les mâts auxquels ils sont attachés. La vitesse record à ce jour est de 322 km/h. Le désert du Sahara, qui occupe 10% de la superficie du continent africain, est extrêmement chaud et sec. C'est pourquoi c'est l'un des endroits où le ciel est le plus clair. Il n'y a presque jamais de nuages. Ce facteur, couplé à l'éloignement de toute civilisation, en fait l'un des meilleurs spots pour observer les étoiles. Au Danemark, les gens sont assez régulièrement témoins d'un étrange phénomène appelé soleil noir. Et c'est encore plus bizarre quand on sait que les oiseaux sont à l'origine de ce phénomène inhabituel. Chaque printemps et automne, des millions d'étourneaux entament leur migration annuelle depuis la Suède, la Finlande et la Norvège vers la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. Le Danemark est l'endroit où tu peux observer le Sortsol, le nom danois du soleil noir. Les oiseaux voyagent en grande volée, ce qui facilite l'échange d'informations et permet de rester au chaud. Avant d'atterrir, ils effectuent des mouvements qui ressemblent à une danse. Mais en fait, ils exécutent différentes formations pour tenter de faire fuir les prédateurs. Et bien que les oiseaux volent selon des schémas hautement synchronisés, les gens pensent que l'immense volée change de forme de façon chaotique. Le soleil noir ne dure que 20 minutes pendant le coucher du soleil, et il faut être soit rapide, soit chanceux pour voir ce phénomène. Le secret de la couleur bonbon de la plage de sable rose de la Barbade réside dans les coraux écrasés qui s'y trouvent et les minuscules organismes rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette fameuse teinte lorsque les vagues sont assez fortes pour emporter ce mélange sur le rivage. Le secret de la propreté impeccable de cet endroit est qu'il n'a pas d'installation publique et qu'il est moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picaninny en Australie. Pendant tout ce temps, l'eau douce souterraine est remontée lentement à la surface à travers le calcaire. Cela a formé une grande caverne sous-marine aux parois de calcaire blanc. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais ça en vaut vraiment la peine. La cascade de Baatara Gorge présente 3 ponts naturels que tout le monde peut traverser afin de prendre de superbes photos et même faire un pique-nique. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu. Elle est située dans le village de la Tanourine, qui se trouve à seulement 2 heures de la capitale libanaise, Beyrouth. Un village de l'état de Meghalaya, en Inde, est connu pour être le plus humide de la planète, selon le Guinness des records. Les précipitations annuelles moyennes y sont d'environ 12 000 mm. C'est le résultat des vents de mousson chauds et humides venant du golfe du Bengale qui apportent des nuages pleins de pluie. Elles se déversent dans les rivières et les chutes d'eau et ne s'arrêtent jamais. Les habitants qui travaillent dans les champs portent toujours des couvertures en forme de panier pour se protéger tant bien que mal. Le village de Leknes, qui compte environ 3500 habitants, est situé en Norvège, au-dessus du cercle polaire. Il bénéficie d'un climat exceptionnellement doux par rapport à d'autres endroits situés à la même latitude. En janvier, la température minimum moyenne est de 0 degré Celsius et descend rarement en dessous de -1 degré Celsius. En juillet, la température moyenne est de 12 degrés Celsius, ce qui est assez commun pour de nombreux autres endroits en Europe.